Je ne représente pas ici un groupe ou une association, je vais parler en mon nom propre, mais vous êtes en droit de savoir que je fais partie du ROC, qui n'est pas une association, comme son sigle l'indique, c'est un réseau des objecteurs de croissance à Genève. Il y en a ailleurs en Suisse, il y en a ailleurs dans le monde, etc. Bon, en préalable, étant donné qu'on est dans une salle illustrée par le personnage de Gandhi et qui a donné son nom à cette salle, peut-être que je pourrais vous donner en exergue une simple formule de Gandhi, enfin, qu'on attribue à Gandhi, parce que je ne l'ai pas entendu, j'étais né un peu juste au moment où il a été assassiné, quoi. Donc je ne l'ai pas connu. Hein. Il faut tout simplement vivre plus simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Cette formule, d'ailleurs, a été reprise par Ernst Friedrich Schumacher, qui était un économiste allemand qui a émigré en Grande-Bretagne et qui a écrit un livre tout à fait révolutionnaire au début des années 70 ou 70, qui était « Small is beautiful ». Mais en écologie, on ne doit pas oublier que « small is beautiful », c'est très bien, c'est très beau, il y a beaucoup de petites bestioles, mais « big is powerful ». Il y a les prédateurs, il y a les gros prédateurs qui mangent les petits. Ça, c'est aussi de l'écologie. Mais deuxième citation en exergue, elle est d'Albert Camus, à qui je dois beaucoup, car c'est, je crois, lui qui, adolescent, m'a éveillé au questionnement philosophique. Mal nommer les choses, c'est accroître le malheur du monde. Et je vais partir là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes qui nous intéressent, qui nous interpellent, comme on dit, qu'on nomme mal. Comme par exemple, ça c'est bon pour la planète, il faut sauver la planète. C'est une des choses les plus stupides qui existent dans le système solaire. Il y a d'autres planètes dans le système solaire. Quelle est la spécificité de notre home planet? C'est-à-dire, on n'est pas une planète comme les autres. On le sait maintenant. Hein, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils croyaient qu'il y avait des petits hommes verts sur Mars. On pensait qu'on pouvait vivre sur Vénus, etc. Non, non. Nous savons maintenant que la planète Terre est tout à fait singulière et qu'elle n'a pas été créée par une divinité extra-universelle qui, un beau jour, a créé la Terre pour nous la donner. Non, la Terre ne nous a pas été donnée. Nous sommes le produit de l'évolution des espèces. Nous le savons depuis Darwin, non pas depuis son premier livre de 1859, l'origine des espèces, mais depuis le deuxième, The Descent of Man. Hein, la filiation de l'homme, d'après une récente traduction qui est meilleure que la descendance de l'homme. Donc, ce que j'ai enseigné dans ma vie professionnelle et que j'ai créé, parce que ça n'existait pas. Hein, et on m'a tapé sur les doigts à droite et à gauche en disant « mais tu t'occupes de choses qui ne sont pas ici, on n'est pas en fac des sciences ». Non, je plaidais pour une écologie non seulement globale, mais élémentaire. Hein, élémentaire, c'est-à-dire une base pour tout le monde, quels que soient les disciplines, autrement dit, un cours propédeutique à toutes les disciplines, qu'elles soient sciences de la nature ou sciences de l'homme. Tout simplement parce qu'il faut arrêter de séparer l'homme et la nature. C'est une stupidité totale, ça. Sans la nature, nous ne sommes pas, nous n'existons pas. La nature, elle, par contre, elle existe sans nous. Et toute la paléontologie est là pour le prouver. Hein, il y a des tas d'espèces qui ont déjà vécu sur la Terre et qui nous donnent une petite leçon. D'ailleurs, la plupart sont à l'état de fossiles. Hein, donc ne l'oublions pas, si on fait les cons, on sera
encore plus vite à l'état de fossile. Hein. Donc, les sciences de la nature, les sciences naturelles, comme par exemple la géologie, la stratigraphie, la paléontologie, etc., la paléobiologie, comme on dit aujourd'hui, mais aussi l'astrobiologie qui se développe à la NASA, est là pour nous rappeler qu'il nous manque une cosmologie. La société de consommation est une société qui a totalement perdu le contexte cosmique de notre existence. Nous vivons en ville, hein, qui est totalement artificielle, la vie, c'est totalement minéral. On a de la chance, à Genève, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de beaux arbres, etc. Mais il y a des rues quand même où il n'y a pas un seul arbre. Et nous ne voyons pas les étoiles la nuit. Hein. Il y a trop de lumière, on devrait éteindre toutes les lumières pour pouvoir... Mais il y a aussi de la pollution au-dessus de la ville, il y a ce halo thermique au-dessus des villes qui fait que nous ne voyons plus les étoiles, nous n'avons plus cette connexion cosmique. Je crois que ça, c'est très important. Autrement dit, ce qui est en cause, ce n'est pas seulement un modèle économique, c'est bien plus profond que cela. C'est vraiment un modèle de civilisation. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Il y a beaucoup de penseurs, de théoriciens, de vulgarisateurs qui en parlent. Nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité. Et j'ai amené avec moi un t-shirt que m'ont fabriqué mes élèves pour montrer qu'ils avaient compris mon cours. Sur ce t-shirt, il y a juste la situation. Où est-ce qu'on est maintenant? Où est-ce qu'on est? On est là. Autrement dit, nous avons connu une période de croissance fabuleuse, nos parents, depuis très peu de temps. Depuis très peu de temps, nous avons connu une fantastique croissance, essentiellement due aux combustibles fossiles. La rampe de lancement a été le charbon, et on a rajouté le pétrole. Pétrole au XXe siècle. Il n'y a quasiment pas de pétrole au XIXe siècle. Le pétrole. Le pétrole est à la base de la mondialisation. Car sans pétrole, vous n'avez pas ce transport effréné des bateaux, des avions, etc. Vous n'avez pas toutes les voitures. Il y a 1 milliard de voitures aujourd'hui. Donc, nous dépendons totalement du pétrole. Mais on est au sommet, au pic. La preuve, c'est qu'on exploite des pétroles non conventionnels qui, très franchement, ne sont pas du pétrole. Hein. Le pétrole, oil, c'est liquide. Les soi-disant schistes bitumineux, tout ça, c'est pas liquide. Il faut les chauffer, il faut dépenser beaucoup d'énergie pour les transformer en huile, hein, en carburant notamment. Qu'est-ce qui se passe après la croissance? Autrement dit, le mouvement de la décroissance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'après la croissance, il y a une autre phase qui n'est pas la croissance, qui est la dégringolade. Peut-être que le mot dégringolade est plus sympathique que le mot décroissance, hein, parce que ça fait un peu toboggan. Hein. Mais on ne contrôle pas trop la vitesse dans le toboggan. Le problème, c'est qu'on arrive à une échéance. Il y a une illusion en ce moment, à cause du marché du pétrole. N'oubliez pas que le prix du pétrole n'a rien à voir avec la déplétion. Hein. Il est simplement l'équilibre entre l'offre et la demande, momentané. Hein. Ça ne dit rien sur est-ce qu'il reste encore beaucoup de pétrole dans le sous-sol et combien de pétrole on trouve chaque jour. C'est vrai qu'on trouve du pétrole. Mais c'est des petits gisements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eux Arabie Saoudite, il n'y a pas d'eux Alaska, il n'y a pas d'eux Texas, etc. La Terre est ronde, elle est fermée, elle est close. Hein? Donc, il faut revenir à une conception du cosmos à notre échelle, qui est la Terre. Et la Terre fonctionne dans le système solaire. Hein? Je m'amusais à demander aux étudiants de dessiner la biosphère. Et ceux qui ne mettaient pas le soleil, vous n'avez pas la moyenne. Parce que ça ne fonctionne pas sans le soleil. Hein. Autrement dit, la biosphère, elle fonctionne à l'énergie solaire. Fondamentalement, par la photosynthèse. Hein. Et nous sommes des consommateurs. Nous ne sommes pas des producteurs du point de vue écologique.
il y a un domaine quand même où il faut bien nommer les choses. Quand on parle des ressources naturelles, elles sont de deux types très différentes. Il y a les ressources biotiques ou biologiques, si vous voulez, vivantes, qui se reproduisent, hein, à condition de respecter le cycle de reproduction. Hein. Et puis, il y a les ressources minérales qui, à l'échelle de l'histoire de l'espèce humaine, sont un stock, un gisement qu'on épuise irrévocablement. Ce que nous utilisons maintenant, ce sont des ressources que nos petits-enfants n'auront pas. Ça, c'est très important. La dictature d'une génération sur les suivantes. L'inverse n'existe pas. Nos petits-enfants n'ont aucun impact sur notre consommation actuelle. Donc, vous voyez, l'asymétrie qu'il y a entre les générations. Hein, et peut-être que c'est le moment de se poser la question, comment se fait-il que l'Europe et les États-Unis se sont lancés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans cette société de consommation. Elle n'est pas vieille, la société de consommation. Elle date des années 50, 60 en Europe. Elle a commencé dans les années 30, et même pas dans les années 20, parce que très vite, ils ont surproduit et ils sont tombés en surproduction. Et la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, c'est ce qui a d'ailleurs en partie provoqué l'intervention américaine en Europe. Ça a sauvé l'économie américaine de faire la guerre. Mais de réfléchir, nous venons d'où, historiquement? De l'enfer. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à faire croire que le paradis, c'était la consommation. Nous sortions de la Deuxième Guerre mondiale, nous sortions d'un enfer. Hein? L'enfer de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que cette connaissance historique, cette mémoire est très importante. Pourquoi notamment? Parce qu'il y a une dérive de l'extrême droite aujourd'hui qui est en train de nous faire croire qu'on pourrait régler les problèmes par la militarisation, par la violence. Donc, faisons attention, mais il y a beaucoup de signes en ce moment qui nous donnent à penser qu'on risque, si on ne fait pas attention, de basculer comme les années 20 en Europe, où c'était la belle époque, enfin, on sortait de la belle époque, on rentrait même dans les années folles, hein, Paris, dans les années 22, 24, c'est les années folles, donc on fait la fête, etc. Et on ne se rend pas compte que 10 ans après, c'est le fascisme, c'est le nazisme, c'est le goulag, c'est les camps de concentration, etc. Hein, il y a plusieurs bouquins très très importants, bouleversants à lire en ce moment, comme Timothy Schneider et autres, sur Terre de sang, Terre noire. C'est vraiment des bouquins qui vous bouleversent. Hein. Donc, c'est pas vieux, hein, ça. Donc, la réflexion sur la croissance, elle doit aussi se situer à la fois dans cette dimension géologique. Hein. Les ressources du sous-sol s'épuisent irrévocablement. Ce n'est pas seulement les combustibles fossiles. Hein. Ce sont aussi, alors, les combustibles fossiles, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on les brûle et ça donne du CO2. Et ça, vous connaissez le problème maintenant. Ça réchauffe la planète. Et ça, c'est très important. Mais les climato-sceptiques sont en train de gagner en ce moment. Donc, faisons très attention. Il y a du déni. Il y a un déni de réalité incroyable. J'ai reçu hier une lettre qui circule de l'Académie des sciences américaines. Ils sont paniqués par la nouvelle administration de ce qu'elle serait capable de faire. Hein. Donc, faisons très attention. Donc, cette dimension géologique, mais la dimension historique aussi. Hein. Et ce qui est nouveau en ce moment dans la réflexion, disons, théorique, si vous voulez, c'est justement qu'on est en train de s'apercevoir qu'il faut arrêter de séparer l'histoire et la terre. Hein, l'histoire naturelle de la nature et l'histoire humaine, c'est deux choses qui aujourd'hui
se mêlent à travers ce nouveau concept dont je suis partie prenante, puisque j'appartiens au groupe de travail qui planche là-dessus, ce fameux anthropocène. Alors, un mot, est-ce que vous avez déjà entendu parler, c'est quoi l'anthropocène et en quoi ça nous concerne? Non? Bon. Eh bien, nous habitons la planète Terre dans une époque géologique donnée. Cette époque s'appelle l'Holocène. Cette époque, elle dure depuis 10 700 ans. 10 700 ans, c'est-à-dire, grosso modo, le néolithique, la société industrielle même du 19e siècle, c'est l'Holocène. C'est-à-dire une terre stable, une terre vivable, une terre avec un climat plus ou moins agréable, qui varie relativement peu à l'échelle de la planète, et qui a permis l'essor des sociétés humaines. Avant, il y avait des sociétés humaines, elles étaient petites, ils n'étaient pas très nombreux, ils ont réussi à coloniser la planète, mais quand même, ils n'ont pas pu faire de l'agriculture, il faisait trop froid. C'était le Pléistocène. Ici, on était sous 2-3 kilomètres de glace, hein, il y a à peine 12 000 ans, 15 000 ans. Donc ça a fondu, ça a fait le lac Léman, le lac d'Annecy, le Chambéry, etc. Tout ça, c'est le résidu du glacier du Rhône. Hein, et nous savons bien en Suisse, puisque ce sont les Suisses les premiers à mesurer l'avancée et le recul des glaciers. Forel a été un des premiers à constituer une commission internationale d'observation en continu des glaciers. Et ça, c'est une des meilleures preuves du réchauffement de la planète. Partout, les glaciers reculent. Bon, avec des conséquences, on en entend parler. Mais ce qui me semble important, c'est qu'on retrouve des repères, à la fois historiques, des repères anthropologiques. Nous ne sommes pas, nous les Blancs, nous les Occidentaux, nous les chrétiens, nous ne sommes pas seuls à constituer l'espèce humaine. La diversité culturelle est absolument fabuleuse. Bon, ça c'est un aspect. On parle beaucoup de la biodiversité, mais la biodiversité, elle se prolonge dans l'espèce humaine par une sociodiversité, une ethnodiversité, etc. Comment arrêter ce monopole culturel d'une civilisation qui se croit supérieure aux autres sous prétexte qu'on a inventé la machine à vapeur, qu'on a été dans la Lune, ou qu'on a le CERN, avec tout ce bluff de la physique des particules. Vous avez vu la nouvelle directrice, elle veut une nouvelle machine de 100 km de circonférence, etc. Bon. Est-ce que l'humanité n'a pas d'autres problèmes? Et au niveau budget, est-ce que l'Europe, parce que c'est une organisation européenne, est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités? Quand j'entends parler, tu vois, de tous les bricolages, tu es d'accord qu'au CERN, ils bricolent aussi. C'est aussi des enfants, tu vois. Mais ça coûte quand même plusieurs milliards. Et surtout, c'est une illusion. C'est une illusion, puisque ils fabriquent des grosses machines qui produisent des phénomènes et ils nous disent on a trouvé quelque chose. Bien évidemment, ils ont produit ce qu'ils ont trouvé. Donc, plus on leur donnera des machines puissantes, puis plus ils vont trouver autre chose. Bon, moi, je pense qu'il y a des priorités. Donc, voilà. Quand on discute de la croissance, de la société de croissance, il ne faut pas se limiter à l'économie. Hein. Il faut voir toute une dynamique d'expansion d'une civilisation qui a un peu perdu la tête, qui n'a plus les pieds sur terre, au sens propre du terme. Il n'y a plus les pieds sur terre. Hein, je crois que mon temps s'arrête. Ah oui, alors oui, pardon, alors oui, mais je croyais que les gens avaient compris hein, que la proposition qui est venue, elle est arrivée en l'an 2000. Elle a eu du mal à décoller, elle a été prise au sérieux vers 2008-2009, notamment par un groupe de géologues, dans lequel je me suis retrouvé tout à fait par hasard, parce que moi je n'étais pas géologue, mais j'étais un épistémologue transdisciplinaire, donc ils m'ont accueilli. Ça s'appelle, on a proposé d'appeler la nouvelle époque, donc on reste
dans la période qui s'appelle le Quaternaire. Hein. Donc il y a encore beaucoup de glace dans l'Antarctique, donc on est toujours dans le Quaternaire. On est toujours dans le Cénozoïque aussi, qui a commencé, lui, il y a 500 millions d'années. Mais 500 millions d'années, c'est relativement court sur une planète qui a déjà 4 milliards et demi d'années. La réflexion autour, il y a tout un débat, hein, vous regardez un petit peu pianoter sur Google et vous allez voir qu'il y a un énorme débat sur l'Anthropocène qui a pour moi un grand mérite, c'est d'obliger un dialogue entre ceux qui s'occupaient de anthropos, hein, l'anthropologie, donc les sociologues, les historiens, toutes les sciences humaines et les sciences sociales. Malheureusement, les économistes ne sont pas encore vraiment de la partie. Et puis, toutes les sciences naturelles, qui s'occupent de l'histoire naturelle. Donc, il y a une amorce de dialogue, une possibilité de dialogue, je dirais une nécessité même de dialogue, là, pour nous redonner un cadre de pensée qui tienne la route. Voilà, je m'arrête là pour répondre aux questions.